Donc, on va démarrer avec notre, si je ne me trompe pas, notre 4e table ronde. Merci Thomas. Donc, on a beaucoup parlé utilisateurs donc, ce matin. Constructeurs, eh ben, il nous manque les 3e parties prenantes de nos affaires, qui sont les opérateurs. Et donc, pour cette table ronde, sur la PMR et les réseaux mobiles commerciaux, donc j'avais Jean-Paul Labastrou d'EDF, donc, qui animera et modérera donc, cette table ronde. Et je te laisse présenter ton panel. Merci. Allô. Oui, bonjour à tous. Donc, pour animer un peu cette thématique sur les PMR, réseaux et l'hybridation des réseaux, je vous propose d'inviter 3 opérateurs. Donc, on a Bernard Fournier de SFR. Hop. On a Denis Dedrouas d'Orange et Frédéric Forestier de Bouygues. Donc on a aussi maintenant un représentant MVNO, donc Romain Durand de Transatel, et enfin un représentant client, donc Emmanuel Thomas de la SNCF. Donc, comme on a pu le voir en termes de thématiques, donc on va parler des services PMR opérés et de l'hybridation des réseaux. Donc, quand j'ai commencé à regarder un peu sur le site de l'ANFR, je voyais qu'en fait, il y avait à peu près 2500 réseaux PMR. Et donc, quand on regarde un peu les offres opérées, eh bien, pour l'instant, sur Internet, on n'y voit pas bien clair. Donc je vous propose de commencer par regarder un peu un panorama sur ces offres PMR opérées. Et je vais commencer par une première question à l'intention de Denis. Pour rappel, quels sont les types de services PMR qui peuvent être proposés? Oui, bonjour à tous. Oui, alors donc la PMR. Donc la PMR, en fait, quand on parle de PMR, on parle de solutions. La solution réseau. Le réseau avec le RAN, le cœur de réseau, la fréquence, etc. Et puis les applicatifs qui peuvent être différents et variés pour servir des cas d'usage, de push-to-talk, de vidéo temps réel, etc. Donc quand on parle de la partie réseau, donc réseau mobile privé, chez nous on dit Mobile Private Network parce qu'on est international, on est présent sur les réseaux privés déjà dans pas mal de pays, en Espagne, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne. Voilà, on a déjà gagné des affaires dans différents pays. Donc ces réseaux privés, Mobile Private Network, se déclinent en 3 types en fait, de solutions, 3 déclinaisons. Donc on a les réseaux privés virtuels. Donc là, ça va être des réseaux privés complètement basés sur le réseau opérateur, mais avec une qualité de service spécifique, qui va être rendu via le slicing en 5G, mais dès à présent, avec la 4G, on sait, avec du pré-slicing, garantir de la bande passante. Donc on apporte la couverture sur le campus industriel, on réserve de la bande passante, et en parallèle de ça, on assure des SLA, des engagements de taux de disponibilité et de GTR. Et les taux de disponibilité, ce n'est pas ceux que j'ai entendus ce matin, de 99,5, c'est pas du tout ça. Notre cœur de réseau, il est au-dessus de 99,9 aujourd'hui. Ensuite, deuxième catégorie, après le virtuel, on a ce qu'on appelle le réseau privé standalone. Donc là, on est sur une solution complètement indépendante du réseau opérateur. On utilise le 2.6 GHz TDD. Les équipements appartiennent aux clients entreprises. On est vraiment dans un modèle complètement indépendant du réseau opérateur, dont on a d'ailleurs pas mal parlé ce matin. Et puis, troisième et dernière déclinaison, l'hybride. Donc l'hybride, c'est un petit peu la combinaison des deux, où on va essayer de tirer le maximum de bénéfices. Donc typiquement, on va utiliser les fréquences du réseau opérateur, mais on va mettre des équipements sur le site du client, chez le client entreprise, sur son campus, pour maintenir ces données critiques sur son campus. On va faire échapper les données critiques sur son campus, ce qui va permettre 2 choses. Assurer de la confidentialité et avoir des latences très faibles. Et ça, c'est très important
pour certaines applications temps réel, tout ce qui est edge computing, ça va se marier parfaitement avec ce genre d'évolution. Voilà, donc 3 types de solutions. Certaines sont plutôt opérateurs, certaines sont plutôt intégrateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Orange Business Service, nous sommes opérateurs et intégrateurs. Hein, nous avons une grosse force d'intégration. Et donc, on sait, en fonction du besoin du client, répondre en fait, avec la meilleure solution pour ses cas d'usage et pour tenir son ROI de façon agnostique entre des solutions opérateurs et intégrateurs. Voilà. Merci Denis. Sur la troisième solution que tu évoques, donc je passe la parole à Bernard. Comment tu vois un peu la danse du marché? Je pense que vous avez reporté un premier marché avec la SNCF. Donc est-ce que tu peux... Ah oui, c'est moi qui... Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a remporté un premier marché avec la SNCF. On est plutôt satisfait de ça. C'est le premier marché PMR sur réseau opéré. Donc voilà, on est très content. Donc nous, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille sur la PMR et effectivement, on voit qu'il y a une vraie tendance et qu'on est dans une période un peu charnière et que les réseaux opérés ont toute leur place dans ce nouveau marché. Alors il faut être très humble, hein, on ne prendra pas tout évidemment, mais on pourra répondre à un certain nombre de besoins. Je rejoindrai l'analyse qui vient d'être faite. Nous, d'un point de vue opérateur, ce que l'on voit émerger en termes de demande et de tendance sont de 3 ordres. La première demande, c'est vraiment d'avoir une couverture nationale avec des services PMR, la priorisation, la préemption. Voilà, ça c'est vraiment la première demande. La deuxième, c'est d'avoir des couvertures spécifiques en indoor et en indoor profond, avec souvent des cœurs de réseau dédiés. Donc ça, c'est la deuxième demande. Et la troisième, c'est un petit peu le combiné des 2 premières, à savoir l'hybridation. C'est un mot qui est à la mode et qui revient souvent, et c'est normal. Il y a énormément de différents types de besoins sur le marché, et cette hybridation permet de répondre à ces besoins. Alors ça, c'est pour le haut du marché. Donc avec la SNCF, et puis il y a d'autres appels d'offres en cours que vous connaissez, qui tirent le marché vers ce marché d'hybridation et de réseaux dédiés. Il y a le bas du marché, où il y a 25 000, vous l'avez répété, 25 000 réseaux PMR sur bande étroite. Ce marché-là va, à mon avis, basculer, mais dans un deuxième temps et plutôt lentement, une fois que le marché aura pris la tendance et que des grands groupes et l'État aura donné un petit peu le là sur ces nouveaux systèmes. Merci Bernard. Donc Frédéric, côté Bouygues, vous êtes un peu un nouvel entrant. Donc pour vous, c'est quoi un peu l'état du marché ? Enfin, votre vision. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on se lance aujourd'hui sur ce marché. On était déjà au colloque de l'Agure en 2019, parce que c'est déjà quelque chose qu'on regardait. On pensait que c'était pas encore à pleine maturité pour s'y lancer vraiment. C'est un peu le modèle Bouygues Télécom, c'est-à-dire on y va vraiment ou on n'y va pas. Et donc maintenant, on pense qu'il faut vraiment y aller. Pourquoi on pense ça ? Parce qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Moi, j'ai écouté ce matin beaucoup les utilisateurs. Je trouve ça assez passionnant. On y reviendra, je pense, un petit peu après. Mais il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que déjà, il y a un marché qui est confirmé par beaucoup d'analyses différentes. Alors, selon les organisateurs, c'est 100 millions. Selon la police, c'est 500 millions. À la limite, peu importe, on voit que c'est un vrai marché et qui traduit plus important que le marché, qui traduit un vrai besoin de vous tous dans la salle, et pas seulement. Et ça, pour nous, c'est assez essentiel pour se dire on y va maintenant. Une autre raison, c'est RRF, Réseau Radio du Futur. On pense chez Bouygues Télécom que ça va vraiment booster ce marché-là, parce qu'on va beaucoup en parler, je pense. Et les grandes industries comme les vôtres sont déjà au fait. Mais je rejoins un petit peu. Moi, je pense que ça va booster le middle market ou le bas de marché en se disant ah oui, il y a vraiment un sujet sur l'obsolescence du tétra, sur les nouvelles fonctionnalités MCX. Et ce sujet-là, vu que l'État s'y intéresse, on va s'y intéresser aussi parce que c'est maintenant. Et donc on pense que ça va vraiment être un booster de marché. Et puis le dernier point, chez Bouygues Télécom, on trouve que le prix associé à tout ça est encore assez élevé.
Et donc, on voudrait venir un petit peu proposer des alternatives. Donc, et ça a été très bien dit, hein, il y a vraiment plusieurs niveaux de service. On pense que le RMP, vraiment dans le dur, avec le 2600 dédié, le cœur de réseau sur site, ça répond à quelques besoins. J'entendais EDF Centrale Nucléaire ce matin, j'ai aucun doute que c'est vraiment le besoin d'EDF Centrale Nucléaire, mais c'est qu'une partie du besoin. Et on pense qu'il y a des solutions plus agiles, plus flexibles, plus simples pour adresser le plus bas de marché avec des prix plus intéressants. D'accord, merci. Donc là, on voit un peu les tendances au niveau des opérateurs. Et puis là je vais quand même me tourner vers notre représentant client pour savoir un peu pourquoi il a choisi cette offre. Oui, bonjour à tous. Nous, c'est assez simple. En termes de contexte, en fait, nous avions un réseau Iris qui s'appelle Iris, qui était déployé en norme Tetra, donc qui couvrait quasiment 400 gares et 1200 km de lignes sur l'ensemble de l'Île-de-France, donc pour des besoins du RER principalement. Et donc ce réseau, au-delà de son périmètre d'action, on avait à peu près 4 à 5 000 utilisateurs quotidiens et à peu près 2000 terminaux qui étaient déployés. Ce réseau, il est arrivé en fin d'exploitation et maintenance courant 2020, donc dès 2017 en fait, nous avons commencé à instruire les solutions alternatives que pouvait être un réseau dédié privé. Les offres opérées qui étaient des offres qui commençaient à être émergentes à ce moment-là. Et puis on se questionnait aussi sur l'intérêt de l'hybridation entre ces deux premières solutions. Ça a découlé en fait sur deux pilotes, donc deux pilotes avec les opérateurs Orange et SFR à ce moment-là. Ces deux pilotes en fait avaient pour vocation à identifier la capacité d'avoir des engagements forts sur la possibilité d'émettre des appels et avoir la garantie, puisque dans l'usage qui était principalement fait de notre réseau actuellement, enfin de notre réseau de l'époque, c'était des appels donc, qui permettaient de faire ce qu'on appelle de l'information voyageur, qui sont la capacité pour les agents qui sont en gare de communiquer entre eux et d'avoir des informations qui viennent de l'extérieur pour pouvoir guider nos clients en cas notamment de situations perturbées. Et l'autre acteur important qui était aussi sur ce réseau-là, c'était la police ferroviaire SNCF, qu'on appelle la SUGE, qui viennent en renfort en cas de situation critique, donc de sûreté à la fois pour les biens et les personnes. Et donc il fallait qu'on s'assure que ces appels puissent être garantis quand on passe sur une offre opérateur. Donc ça a été une première étape. Deuxième étape, on a fait une étude technico-économique en fait, qui nous orientait vers une offre opérateur. Effectivement, offre opérateur qu'on est en train de finaliser, de déployer aujourd'hui, pour la partie Île-de-France, donc pour le réseau RER transilien, et qui est déjà utilisé par la police ferroviaire SNCF au niveau national cette fois-ci, puisqu'on est passé du niveau Île-de-France au national pour la police ferroviaire, donc la SUGE. Voilà la genèse de l'arrivée de l'offre opérée qu'on a retenue côté SNCF. D'accord. Merci Manuel. Alors ce matin on a vu côté EDF, on a fait une expérimentation qui est en train de se déployer. On utilise un terminal qui permet de se connecter au réseau public et au réseau privé bien sûr. Et donc ce que je poserais bien comme question à notre représentant MVNO, c'est Romain, qu'est-ce que c'est que l'hybridation ? Alors l'hybridation, pour nous, c'est entre un réseau donc, privé standalone dont on parlait et le réseau public. Donc on essaye d'avoir, l'objectif c'est d'avoir la même carte SIM qu'on peut utiliser sur les deux réseaux différents. Donc pour ça, il y a deux solutions techniques principales. Une première solution qu'on appelle le roaming ou l'itinérance, c'est ce qu'on connaît quand on utilise sa carte SIM quand on va à l'étranger. On a une carte SIM française, on l'utilise sur un autre réseau qui n'est pas le même, et ça s'appelle l'itinérance. Pour ça, ça nécessite des accords d'itinérance et des interconnexions entre les réseaux. Ça pose quelques problématiques dans le cadre de réseaux privés parce que déjà, il faut la fonction sur le réseau privé. Il faut faire cette interconnexion. Il faut établir, idéalement, il faut être membre de la GSMA pour pouvoir accéder à tous les systèmes de et de tests, et puis il faut changer des tickets de facturation, donc c'est assez complexe à mettre en œuvre. C'est une possibilité, mais assez complexe dans le contexte de réseau privé. Il y a une autre solution qui existe, et nous qu'on pousse, qu'on met en avant, c'est à base de carte SIM. En fait, on peut utiliser une carte SIM dans laquelle on va avoir finalement deux identités, une identité privée et une identité publique. Et en fait, c'est des identités très étanches, et c'est finalement via cette carte SIM unique qu'on va pouvoir accéder aux deux réseaux sans avoir à mettre en place une interconnexion dédiée.
Alors, merci Romain. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour du panorama un peu des offres de réseaux mobiles opérées. Donc là, on a effectivement des offres qui commencent a priori à avoir un marché un peu plus mature. On a des clients qui commencent à s'intéresser et à utiliser cette offre. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin dans la caractérisation de ces offres. Et notamment, Denis, qu'est-ce qui permet de distinguer les solutions opérées des solutions PMR traditionnelles que personnellement je connais mieux? Oui, donc on a les solutions opérées ou opérateurs, et puis on a les solutions intégrées, intégrateurs. Donc je vous parlais tout à l'heure des réseaux privés dits standalone. Donc là, on est vraiment dans un modèle intégrateur. Donc on a une ingénierie complètement sur mesure sur le campus. Alors je parle de campus, mais ça peut être du linéaire, ça peut être tout un tas de choses. C'est la zone d'activité en fait de l'entreprise. Donc l'ingénierie complètement sur mesure pour respecter par exemple les 4.9, si on veut avoir les 4.9 en termes de taux de disponibilité. On va avoir aussi un modèle d'exploitation sur mesure. Ça c'est important aussi dans les choix de solutions. Et puis, ce que je disais, on va être en mode CAPEX, la propriété des équipements est à l'entreprise. Voilà, c'est un peu ce qui caractérise le modèle intégré, très sur mesure. Après, on va avoir le modèle opérateur. Donc, le modèle opérateur, ça va plutôt être nos solutions dites réseau privé virtuel ou réseau privé hybride. Donc, d'abord, là, on est sur les fréquences de l'opérateur, donc on bénéficie de la couverture, mais pas seulement la capacité. Pour rappel, on a 90 MHz en 5G chez Orange, donc ça c'est demande passante, ça c'est important, la capacité. Ensuite, on a des solutions donc du coup qu'on va donc typiquement. Donc le premier appel d'offres qu'on a remporté, c'est PC Storm, où on a travaillé avec nos partenaires Ericsson et Streamwide pour fournir à la police et à la gendarmerie un réseau PMR qui s'utilise aujourd'hui. Ensuite, sur les campus, donc il y a une problématique aussi de vouloir avoir la continuité de service en dehors du campus. Donc ça, dans les solutions hybrides, on peut proposer ce genre de choses. Et aussi sur le campus, on fait d'une pierre deux coups parce qu'on a accès au réseau public et au réseau privé. Comme dit Romain, on peut aussi jongler avec des cartes SIM entre le réseau privé et le réseau public, où on peut avoir une continuité de service dans le cadre de l'hybridation. Voilà. Là, on va être plutôt sur ces modèles opérateurs, sur un modèle as a service. On est un modèle plutôt OPEX. Et c'est du réseau managé. C'est du réseau managé en l'occurrence par Orange. Voilà. Donc ça, c'est bien à choisir en fonction de 4 critères vraiment importants. Le premier, c'est quel use case. Il faut qu'on démarre par ce sujet-là. Quel use case, quelles sont les applications qu'on veut faire tourner. Le deuxième élément important, c'est en termes de résilience, qu'est-ce qu'on veut comme SLA, de taux de disponibilité, de GTR, d'engagement par rapport à la performance. Le troisième sujet, c'est bien sûr la sécurité, la confidentialité. Qu'est-ce qu'on veut comme sécurité ? Qu'est-ce qu'on veut cloisonner ? Qu'est-ce qu'on veut en termes de data qui doit rester sur le site du client ? Et le quatrième, c'est le modèle d'exploitation. Est-ce qu'on reste dans un modèle d'exploitation traditionnel de la PMR où c'est l'entreprise qui gère, ou est-ce qu'on veut quelque chose de managé parce qu'on veut se concentrer sur son métier ? Voilà, donc nous, OBS, en tant qu'opérateur et intégrateur, on sait répondre à l'ensemble de ces besoins-là. On n'a pas d'idée préconçue, on veut être sur un modèle opérateur parce qu'on est opérateur, ou on veut être sur un modèle intégrateur parce qu'on est intégrateur. Non, on est les deux. Donc nous, on va vraiment faire en fonction de ces critères et travailler en conseil dans le cadre de workshops avec vous. Voilà. Merci. Alors moi, au sein d'EDF, j'ai encore besoin, j'ai plein de besoins PMR. Et donc je me tournerai bien vers Bernard pour lui demander, mais quels sont les avantages d'un réseau opéré ? Alors, les avantages d'un réseau opéré sont multiples, mais je dirais que le premier vrai avantage, c'est que vous avez une solution qui est clé en main sur l'étagère, qui vous est délivrée, et ce, de bout en bout. Donc, vous avez évidemment un réseau national qui est robuste, et puis on vous fournit le terminal et les accessoires. Donc déjà, ça c'est une vraie révolution. Il y a un service PMR sur le marché qui permet cela. Ensuite, plus en détail, on fournit de la QoS, donc évidemment les QCI avec de la préemption, de la priorisation, des appels de groupe, etc. Donc ça se retrouve dans notre offre.
Ensuite, vous n'avez qu'un seul terminal. On rencontre souvent des clients qui ont une PMR, leur mobile à côté, et puis d'autres devices, notamment pour le DATI, etc. Là, vous n'avez qu'un seul terminal qui fournit tous les services. Et puis en plus, ils glissent dans la poche. Et pour différents types de métiers, c'est assez pratique, notamment filature, etc. Vous n'avez plus votre brique dans la poche. Donc voilà. Il y a une notion qui est très importante aussi et que les réseaux classiques PMR rencontrent tous, c'est l'obsolescence. Et en passant sur un réseau opérateur, vous n'avez pas cette notion d'obsolescence. Vous bénéficiez toujours du meilleur réseau, des upgrades hard, soft. Votre réseau est toujours au goût du jour. Et cette notion est très importante. Il n'y a plus d'obsolescence. Ça rejoint les remarques de juste avant. Et forcément, tout ça, c'est lié au prix. Le prix, c'est un abonnement et c'est tout. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et puis, évidemment, pour terminer, c'est disponible tout de suite. Vous n'avez pas de délai de construction, vous n'avez pas d'ingénierie, on vous apporte tout de suite. Merci Bernard. Alors une petite question pour Frédéric. Au niveau de Bouygues, donc, vous allez vous lancer sur ce nouveau marché, mais comment ? Alors, en faisant un petit peu ce qu'on sait faire habituellement. C'est-à-dire, la première chose, c'est écouter beaucoup les clients, les besoins. Je pense que ça revient beaucoup dans ce qu'on entend depuis le début. Il y a énormément de besoins différents. En fait, qu'est-ce qui va catégoriser un besoin PMR / réseau privé ? La disponibilité. Et je rejoins Orange, hein, le 99.7 de ce matin n'est pas les taux de disponibilité classiques des cœurs de réseau opérateurs. Donc la dispo, bien sûr. La garantie de ressources. Je veux une quantité et je la veux tout le temps. Ça, c'est vraiment important. La sécurité de cette information dans des cas industriels qui peuvent être des cas un petit peu critiques. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et puis l'étendue du territoire. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel de se dire, est-ce que mon besoin, il est localisé dans une usine, auquel cas un vrai réseau mobile privatif peut avoir du sens, ou je suis sur un cas plutôt national. Bon, je reprends l'exemple RRF, mais ça peut être vrai pour la SNCF, ça peut être vrai pour Vinci, par exemple, aussi. Et à ce moment-là, on est clairement sur des réseaux d'hybridation, donc où on va alterner privé et réseau hybride avec des QCI, des choses comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les points forts historiques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, la première base, souvent, d'un réseau privé, c'est d'avoir une couverture indoor. Donc, des couvertures indoor, on en fait depuis 20 ans. On en fait plus de 100 par an chez Bouygues Telecom. Donc, c'est vraiment un vrai domaine de compétences qui est une brique essentielle. Je rejoins aussi la partie fréquentielle. Donc, le 2600, c'est dans la bande privée, c'est 40 MHz. Les opérateurs, on dispose de plus ou moins 200 MHz de fréquence. Donc ça, déjà, c'est un vrai argument pour des besoins, comme pouvait être énoncé ce matin, de la RATP, avec des besoins de fort débit, par exemple, pour certains usages. Et en plus, ces fréquences-là, pour la plupart, sont FDD. Donc ça peut faciliter aussi le déploiement. On l'entendait ce matin sur les réseaux TDD. Et puis la troisième façon d'entrer sur le marché, une fois qu'on a écouté, qu'on a compris nos points forts, c'est de commencer. Et donc pour commencer, on a signé un premier POC avec Air France, en partenariat aussi avec Extremewide, qui est une entreprise avec qui ça se passe bien. On partage pas mal de points de vue, pas mal de valeurs. Donc voilà, on va lancer concrètement tout ça en cette fin d'année et poursuivre sur 2022. Merci Frédéric. Alors moi j'ai une petite question vers Romain. Donc là on va changer, on va parler un peu d'hybridation. On parle beaucoup de cartes SIM, hein, donc surtout nos réseaux publics. Mais qu'est-ce que ça veut dire la carte SIM sur un réseau privé ? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'on parle de eSIM ? Oui, tout à fait. Donc la carte SIM, tout le monde connaît, on l'utilise au quotidien dans nos smartphones. Par contre, dans le monde de la PMR, c'est un peu nouveau. Je rappelle la fonction essentielle de base de la carte SIM, c'est d'authentifier l'utilisateur pour lui autoriser l'accès au réseau.
Donc lorsqu'on met en place un réseau privé, donc il y a toute une infrastructure à déployer, on parlait d'antennes privatives, etc. Mais il faut également s'occuper du cycle de vie de la carte SIM. Donc il faut acheter la carte SIM chez un encarteur, la configurer, l'approvisionner dans son cœur de réseau, la transmettre aux utilisateurs, la remplacer quand elle est perdue. Et puis après, il y a tous les actes de gestion, activer la ligne, la suspendre, ajouter les services. Donc tout ça, c'est quelque chose de nouveau en fait, dans le monde de la PMR. Donc les acteurs qui choisiraient de mettre en place leur propre réseau privé doivent prendre en compte ça. Ce n'est pas spécialement compliqué, mais c'est quand même un métier. Après cette carte SIM, bien sûr, on doit la mettre dans le terminal. Donc les terminaux, la plupart permettent d'avoir une carte SIM. Il y en a de plus en plus qui ont la possibilité d'avoir 2 slots, donc d'avoir 2 cartes SIM physiques. Et puis certains, là, de plus en plus, qui permettent d'avoir une carte SIM physique et une eSIM. Donc la eSIM, je pense que tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une puce qui est embarquée dans le téléphone et qui va permettre de télécharger ce qu'on appelle un profil opérateur. Donc fonctionnellement, c'est l'équivalent finalement de télécharger. On peut télécharger une carte SIM dans un téléphone qui est compatible eSIM. Les premiers téléphones connus grand public qui étaient compatibles eSIM, c'était l'iPhone XS. Et nous, Tranatel, on était le premier opérateur en France à être compatible avec ce service. Et maintenant, tous les opérateurs mobiles français sont compatibles eSIM. Juste un petit détail technique, quand on parle de eSIM, il y a en fait 2 grands standards de grande technologie. Il y a la eSIM pour le M2M ou l'IoT et l'eSIM pour le grand public. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait un peu plus de temps, la grande différence, c'est que la eSIM pour l'IoT, le M2M, qui est beaucoup utilisé par les constructeurs automobiles, qui ont des voitures connectées, ça permet d'aller reprogrammer sa carte SIM, d'aller télécharger la carte SIM initiée par un back-end. Donc c'est vraiment le gestionnaire de flotte qui contrôle son parc de cartes SIM et qui peut décider de changer de profil opérateur dans la carte SIM. Alors que pour la partie grand public, c'est plutôt l'utilisateur, c'est vous et moi avec son smartphone qui décide de passer de Free SFR par exemple et qui va décider d'aller télécharger une carte SIM SFR dans son smartphone. D'ailleurs, j'aurais été intéressé par faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà utilisé une eSIM ? Si vous pouvez juste lever le bras s'il vous plaît. Finalement, ce n'est pas tant que ça, c'est un quart des personnes. Donc si jamais vous avez un téléphone compatible eSIM, il y en a beaucoup, il y a Apple, Samsung, Huawei. Vous pouvez tester gratuitement l'expérience en téléchargeant l'application UBG, qui est service fourni par Tranatel. Vous verrez, alors c'est gratuit pour télécharger le profil eSIM, après vous pouvez acheter des forfaits si vous voulez, mais juste pour voir l'expérience de téléchargement d'une eSIM, en 2 minutes, vous pouvez avoir une nouvelle SIM dans votre téléphone. Voilà. Ok, merci. Alors, lors de la préparation, on avait parlé aussi de l'intérêt de l'itinérance. Et donc, je me tourne un peu vers notre client SNCF. Donc, est-ce que tu peux nous évoquer si vous avez des réflexions côté SNCF? Alors, la maison sujet SNCF étant très grande, donc il y a aujourd'hui, moi, mon cœur de métier, entre guillemets, c'est l'Île-de-France avec tout ce qui est le périmètre transilien, donc tout ce qui est RER sur l'Île-de-France. Il n'y a pas de besoin à court terme, en tout cas en termes d'itinérance. On est en train de finaliser la migration sur l'offre opérée, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, effectivement, il y a des réflexions à moyen ou plus long terme, effectivement, qui intègrent cette notion d'itinérance pour d'autres besoins, puisqu'on a aussi d'autres réseaux dédiés, dont un qui est un des réseaux majeurs, qui est le GSMR. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de sujets et de réflexions qui sont en cours pour ce réseau-là, mais aussi pour d'autres besoins. Donc, ça fait partie des réflexions. Mais je dirais qu'à court terme, il n'y a pas vraiment de sujet pour la maison SNCF. D'accord, merci. Alors là, on a caractérisé un peu plus en détail, on a pu voir un peu les offres, ce qui revêt en fait une offre de service PMR opéré. On a vu l'intérêt d'une carte SIM sur un réseau privé. Donc on a parlé un peu d'itinérance. Donc on va continuer un peu le débat. Alors là, on est quasiment aux 2/3 de la discussion. Alors j'avais dans ma petite tête, au lieu de faire des échanges, j'ai encore une liste de questions, donc vous inquiétez pas. Mais je me disais que c'était peut-être intéressant aussi de vous laisser un peu la parole. On essaye d'innover aussi un peu. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à tendre la main pour d'essayer que je puisse la voir. Et on essaiera de la prendre et surtout d'y répondre avec bienveillance. Voilà. Donc est-ce que comme ça, brûle pour point, il y a une question qui semble
émerger ou pas? C'est le repas? C'est le sujet? Ouais. Alors, bon, je tente. C'est l'après-repas. Oui, bonjour, Elie Elebjani à Ibiway. Question sur les terminaux, et en parlant de terminaux qui peuvent être utilisés sur le réseau privé et le réseau public en même temps, est-ce que vous pouvez parler un peu sur la disponibilité de ces terminaux? Est-ce que c'est tous les terminaux qu'on utilise dans la nature, ou est-ce que c'est vraiment des terminaux qu'il faut spécifiquement adopter pour ce genre d'utilisation? Je peux peut-être commencer à répondre et puis après compléter. Alors sur les terminaux, ce qui a été dit ce matin et c'est très important, c'est que on choisit pas n'importe quel terminal de n'importe quelle marque. Il faut vraiment être sur des terminaux de très bonne qualité. Après, sur ces terminaux, il y a certaines fonctionnalités qui doivent être mises en œuvre pour notamment pouvoir gérer la qualité de service sur le réseau, donc conformément au 3GPP. Sachant que ces terminaux demandent une intégration très très forte avec le réseau, en affinant l'optimisation end-to-end de la solution, un bout en bout. C'est vraiment très important, applicatif, réseau, terminaux. On arrive à optimiser, encore récemment, on a travaillé là-dessus avec les labs d'Orange, et on a augmenté de 75% la performance des débits grâce à une optimisation avec les terminaux. Et dans ces terminaux, donc, il faut qu'ils soient compatibles, qu'ils aient embarqué certaines fonctionnalités, notamment pour gérer la qualité de service, ce qu'on appelle les QCI, les ARP, etc. Donc, nous, dans le cadre de PC Storm, là où on équipe donc, les gendarmeries police, donc ça, on est vraiment allé chercher des terminaux de ce type-là. Et puis ensuite, pour des réseaux aussi, comme là, on a livré un réseau à Butachimie, donc c'est une entreprise qui fait de l'intermédiaire du nylon en Alsace, donc c'est type Céveso. Voilà. Et là, on a besoin de terminaux ATEX, on a besoin de terminaux très durcis, très spécifiques, et ça peut être après des tablettes, etc. Donc voilà, on a les terminaux, c'est un vrai sujet, et c'est très très lié au réseau, et c'est, comme ça dit ce matin, aussi très lié aux applications. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je me permets de rajouter 2-3 points. C'est effectivement la partie terminaux est extrêmement importante. Il faut que ce terminal soit compatible, ou optimisé en tout cas avec le MCX qui est sur le réseau. Donc évidemment, vous ne pouvez pas prendre un iPhone et faire fonctionner vos services PMR. Au même titre, on parlait du GSMR. Donc c'est SFR qui a livré ce service à la SNCF. Et de la même manière, il y a plus de 10 ans, ce terminal-là était adapté au réseau mis en place pour le RF. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans un autre colloque, mais le terminal est un vrai sujet et qu'il faut pas négliger, puisque c'est quelque chose qui est géré au quotidien par les utilisateurs, les opérationnels. Il faut qu'il soit rechargé facilement, que les accessoires se matchent rapidement. Enfin, il y a tout un environnement, et voilà, cette partie-là est très importante. Ok. Alors moi j'en profite avant de passer la parole à une même personne. Moi j'avais une question visée de Romain. Donc Maya de l'ARCEP évoquait que entre guillemets les grands acteurs utilisent, dont j'allais dire EDF, la PMR, mais comment on peut ouvrir en fait la PMR aux PME, aux petites et moyennes entreprises? Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure. Pour ouvrir ce marché aux petites entreprises, il faut qu'ils aient leur réseau privé. Et les réseaux privés aujourd'hui, c'est quand même les grands acteurs, les membres de la GUR par exemple, qui mettent en œuvre, et c'est des systèmes assez coûteux. Il y a des solutions beaucoup plus, moins dimensionnées qui permettent de rendre des services finalement qui sont assez intéressants lorsqu'on n'a pas un besoin de qualité de service si important que ça. Et donc avec des applications style ce que fait Streamwide par exemple, et des solutions légères dont je parlais tout à l'heure, de carte SIM hybride entre réseau public et privé, nous on estime qu'il y a tout un marché accessible aux PME, alors qui viendra peut-être dans un deuxième temps effectivement, mais qui permettra finalement d'avoir ce genre de solutions pour un marché beaucoup plus large qu'uniquement les grands groupes.
peux compléter un petit peu. Effectivement, nous, c'est ce que je disais un peu en entrée. Hein, on pense que ouais, y a vraiment un marché qui va se structurer entre des besoins très hauts et puis des besoins un petit peu moindres. Et au-delà de ça, nous, on croit beaucoup à toutes les fonctionnalités qui arrivent avec la 5G standalone, donc les fonctionnalités de type UPF qu'on appelle aussi local breakout, qui vont permettre en fait d'émuler des réseaux privés. À savoir que ces UPF vont permettre de choisir pour des PME ce flux-là. Je le garde en local. Je le garde en local chez moi parce qu'il est critique et je ne veux pas qu'il sorte. Et ce flux-là, il est intersite, il est que sais-je, il n'a pas d'autre choix que de sortir. Et donc pour les flux qu'on garde en local, toute la donnée utile, la donnée confidentielle, ce qu'on appelle le user plan, ne sort pas. Il n'y a que le contrôle plan qui permet à la communication de fonctionner, qui lui va sortir. On pense que c'est un excellent moyen de sortir du réseau full privatif qui coûte assez cher à l'achat, mais qui coûte, EDF en parlait un petit peu ce matin, aussi très cher à l'exploitation, parce qu'exploiter des cœurs de réseau, on fait ça depuis longtemps chez les opérateurs, c'est 7/7, 24/24, et c'est plutôt, ça peut être complexe. Donc voilà, on croit beaucoup à ça, qui arrive avec la 5G standalone et qui, pour nous, permettra d'élargir le marché, d'adresser des PME, des ETI, des entreprises de ce type-là. Oui, je rebondis juste sur ce point-là parce que ce qui est important, c'est de voir qu'en 5G, effectivement, il va y avoir cette fonctionnalité avec l'UPF et ce qu'on appelle le local breakout, ce que tu viens de nous expliquer très bien d'ailleurs. Et dès la 4G, nous, on a des solutions où on met des mini-cœurs de réseau. D'ailleurs, ça peut servir aussi pour des PME, hein, des mini-cœurs de réseau sur le site du client, justement, pour que sa donnée reste sur son site. Et puis, on raccorde au réseau d'accès d'Orange. Donc c'est en fait une autre version du local breakout qui sera disponible en 5G. Donc on fait déjà en 4G beaucoup de choses. C'est pour ça que le marché démarre assez vite en 4G aujourd'hui. Alors justement, de manière plus générale, hein, je me tourne un peu. Comment, avec l'arrivée de la 5G, hein, donc on a vu donc notre intervenant qui était nominé par l'État, mais comment vous voyez, avec l'arrivée de la 5G, l'évolution justement de ces offres PMR? Je vais me lancer. Regardons l'avenir. Bon, une question du public. Hein. Bon, il y a évidemment la latence et le débit la latence qui va se réduire, le débit qui va augmenter, mais on est au tout début des nouvelles fonctionnalités qu'on aura sur la 5G, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça permettra d'avoir accès à des services beaucoup plus importants de type je suis dans la rue et j'ai besoin de me connecter sur une caméra de vidéosurveillance et suivre un individu, je vais pouvoir le faire sans problématique de bande passante. Et en fait, son téléphone, l'utilisateur, deviendra un petit peu un tour de contrôle pour avoir tous ces flux vidéo. Et on sait qu'aujourd'hui, la gestion de cette bande passante est quand même la plus grosse problématique sur un réseau opéré. Nous, on voit deux usages, enfin, il y a beaucoup d'usages de la 5G, mais il y en a deux où vraiment, en voyant des clients, on en a entendu parler. Le premier, c'est en allant voir Schneider, qui est un très beau client d'Orange, une très belle entreprise, sur leur usine un petit peu pilote à côté de Rouen. Et en fait, la latence, Schneider nous expliquait que gagner des millisecondes de latence, pour eux, c'est un vrai enjeu industriel, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des machines qui ont des cycles de production de l'ordre de la vingtaine de millisecondes. Et donc, avoir un réseau qui réagit et qui est capable de stopper un processus industriel en moins de 10 millisecondes, pour eux, c'est un vrai enjeu financier et il y a un gros ROI derrière, en fait. C'est-à-dire que entre j'arrête la machine avant qu'elle casse parce qu'on est capable de monitorer qu'il y a une pièce qui surchauffe ou j'attends la casse, c'est pas du tout le même impact en termes d'argent, de temps de rétablissement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vraiment, en écoutant les clients, on a découvert, il y a un vrai enjeu là-dessus.
Et puis le deuxième, la 5G, c'est avant tout c'est ce qu'on entend le plus, c'est-à-dire l'ultra haut débit. Et on voit que des entreprises comme Air France, comme SNCF, comme RATP, pour des besoins de déchargement de données qui sont de plus en plus lourds, notamment quand un avion, par exemple, arrive au parking à Orly, monter considérablement les débits, et particulièrement uplink, c'est un vrai enjeu. Et ça, la 5G le permet, ne serait-ce que par la largeur de spectre proposée. Et juste pour compléter, donc effectivement, il y a tous les sujets de débit et de latence, et en fait, tout un tas d'attributs de qualité de service et de résilience qui vont pouvoir, par rapport à la 4G, être traités de façon beaucoup plus industrielle au travers du slicing. Donc vous avez entendu parler du slicing, donc tranche de réseau, réseau virtuel. En fait, ça permet d'avoir pour un type de service d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, des attributs d'une qualité de service, de résilience et de sécurité spécifiques pour toutes les cartes SIM qui utiliseront ce slice. Donc ça c'est déjà, je dirais, un élément d'industrialisation, de facilité de déploiement, d'utilisation, de gestion, et c'est au bénéfice vraiment du client. Après, il y a le sujet dont on a parlé tout à l'heure, donc de local breakout, là, pour avoir des données qui restent, le user plane reste dans l'usine, donc confidentialité et très faible latence. Donc ça, on l'a expérimenté, effectivement, enfin même plus que expérimenté. On a fait une co-innovation, nous, Orange Business Services, avec Schneider. Donc on a pas mal communiqué dessus. Hein. Vous pourrez regarder par rapport à des use cases de coffre-fort numérique que souhaitait mettre en œuvre Schneider, et puis des cas d'usage de maintenance prédictive où il y a vraiment besoin d'une réactivité très, très, très rapide. Voilà. Et puis, peut-être un point aussi supplémentaire, c'est la softwareisation des fonctions réseau. Et là aussi, qui vont permettre aussi d'avoir des architectures beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à gérer. Voilà, en gros, les sujets 5G. Okay. Juste pour compléter, pardon, vas-y. C'est que en fait, dès la 4G, en fait, on sait faire beaucoup de ces choses-là. Hein. Ça va être une amélioration, un enrichissement, et ça va être plus industriel. Et les réseaux 4G que nous déployons aujourd'hui, quel que soit le modèle, hein, hybride, standalone, virtuel, sont des réseaux qui pourront évoluer en 5G. Hein. C'est-à-dire que tous les contrats qu'on a signés avec nos clients pour mettre en place des réseaux 4G, parce qu'aujourd'hui l'écosystème est très riche en 4G, pas encore hyper riche en 5G, donc on est plutôt, je parle de la 5G SA, hein, standalone, donc prévoit de passer en 5G. Hein, et donc, de façon soft, hein, de migrer ces réseaux. Donc, on est toujours sur des contrats et les clients commencent à expérimenter, à développer, à utiliser en production de la 4G avec des réseaux qui vont migrer en 5G. Merci, il nous reste peu de temps. Je propose la dernière question à Emmanuel. Donc on a vu les offres, maintenant comment peut-on mieux appréhender les besoins fonctionnels ? Alors c'est une étape importante en fait. Quand on a fait le choix de l'offre opérée, on avait anticipé un certain nombre de choses, mais a posteriori, on aurait fait peut-être les choses encore un petit peu différemment. Pour nous, en fait, il y a 3 étapes qui sont cruciales dans ce besoin fonctionnel. C'est déjà comprendre ce que nos métiers, qui sont tous différents, enfin tous les acteurs qui sont dans la salle, tous les transporteurs et tous les énergiciens qui sont dans la salle, en fait, ont des besoins métiers qui sont différents. Me concernant, on avait sur l'Île-de-France déjà 6 à 7 lignes de RER qui devaient avoir un besoin, donc, sur lequel on devait répondre sur une offre avec un service qui devait répondre à leurs besoins, et on a passé beaucoup de temps en fait, à bien comprendre quels étaient leurs besoins. Donc leurs besoins, c'est quand j'ai mon terminal entre les mains, par exemple, pour donner un exemple, j'ai un appel qui peut être prioritaire par rapport à un autre. Sur une ligne, ils voulaient que tel groupe soit prioritaire, donc un appel soit prioritaire par rapport à un autre. Sur une autre ligne, c'était une demande qui était différente.
Donc déjà, il y a cette partie, je vais voir mes métiers, je prends le temps qu'il faut pour bien comprendre ce qu'ils ont besoin. La deuxième étape, puisqu'on parle de couverture et donc de disponibilité d'un service qui, nous concernant, était aussi avec une notion de criticité, puisqu'on vient porter secours, et donc il y a de l'atteinte à des vies privées, enfin des vies personnelles plutôt derrière, donc c'était quelque chose d'important, c'est de faire un audit de couverture sur les zones en fait, où on veut apporter ce service. Si c'est localisé, effectivement, on ne serait peut-être pas parti sur une offre opérée, mais sur l'étendue de nous, l'Île-de-France, on avait un besoin qui était assez large. On a fait l'audit et on a constaté qu'effectivement, à une grande majorité des cas, on avait une couverture qui était dédiée. Donc cette caractérisation de l'endroit où on veut avoir le service et savoir s'il y aura un service derrière, c'est aussi une étape importante. Et puis enfin, il faut passer aussi beaucoup de temps avec l'ensemble des acteurs des offres PMR, quelles qu'elles soient, applicatifs ou opérateurs, pour leur expliquer justement quels sont nos besoins métiers. Et là, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc nous, entre le moment où on a commencé à initier des discussions et le moment où on a déployé, on a quasiment passé 2 ans entre bien comprendre ce que voulaient nos métiers, les audits de couverture et puis aller voir les acteurs des différentes solutions pour leur expliquer ce qu'on voulait. Et on continue encore à expliquer ce qu'on veut parce qu'effectivement, ça prend du temps. Et puis, il y a aussi des évolutions dans le temps, donc il faut anticiper ces évolutions. Pour revenir sur le cas des terminaux aussi, pour peut-être terminer là-dessus, nous, on a fait le choix d'un terminal qui est endurci, mais qui est complètement isolé du reste des applications, parce que dès qu'on a commencé à mettre entre les mains des métiers des terminaux, ils ont commencé à jouer avec tous les paramètres. On se rendait compte que des services critiques ne passaient plus parce que les paramètres étaient désactivés. Donc pour le coup, nous, on a un terminal qui est vraiment isolé du reste parce que l'ensemble de la compatibilité n'était pas possible pour ces raisons-là. Voilà. Voilà, écoute, merci. On est au terme de cette 4e table ronde. Donc je tiens au nom de l'Agure et à mon nom propre de vous remercier pour ces réponses. J'espère qu'au niveau public, cela vous a éclairé, EDF également. Voilà, et bon, private joke bien sûr. Et puis il ne reste qu'à vous remercier. Merci.